J'aimerais repasser la parole à chacun d'entre vous pour 1 à 2 minutes avec une question très précise, parce que chacune des interventions a permis d'épouser de très nombreux sujets. Je voudrais revenir avec vous, Jean Cadet, sur la notion de centralité du kiné. Si demain, le kiné doit être plus central, concrètement, peut-être au travers d'un ou deux exemples, qu'est-ce que ça signifie? On a compris qu'il y avait la question du partenariat ou de la relation avec le médecin. J'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres éléments. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, pour moi, ça concerne également la coordination. C'est-à-dire que, effectivement, l'interlocuteur privilégié du médecin traitant, pour moi, ce doit être, j'entends bien dans le domaine, par exemple, de la prévention ou de la dépendance, le kinésithérapeute, qui, lui, à partir... Alors, tout dépend aussi de son mode d'exercice. J'ai un petit peu parlé, pour moi l'avenir fera que l'exercice actuel sera, enfin individuel, je dirais, va être différent dans l'avenir. Je veux dire que je ne pense pas qu'on puisse aller, et le kinésithérapeute sera amené à s'intégrer dans ces groupes, travailler seul dans son coin. L'exercice solitaire, à mon avis, c'est fini ça. Donc la coordination, suivant son mode d'exercice, si c'est en établissement hospitalier ou en maison de retraite, en EHPAD, etc., effectivement, il pourra, en ayant sur place un maximum de confrères ou de professions de santé, servir de coordinateur par rapport au médecin au médecin qui est en place dans l'établissement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a tous les éléments pour être ce coordinateur. Il est en premier lieu, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, il est très près du patient. Donc il est en contact, je dirais, constant avec son patient. Deuxièmement, dans sa formation, il a eu... Alors moi, je fais partie des anciennes écoles où, certains s'en souviennent ici, on a été d'abord infirmier et on a été kiné par la suite. Pour nous, kiné, c'était... alors maintenant, c'est peut-être plus tout à fait le même processus, mais dans notre formation, on a, je dirais, été, dans nos études, je pense que ça a quand même été poursuivi actuellement, à même de connaître tous ces professionnels qui gravitent autour du patient ou de la personne âgée. Donc, avec tous ces éléments, je pense qu'à la fois, c'est l'interlocuteur du médecin, et à la fois, c'est un acteur de coordination de l'ensemble des professionnels qui gravitent autour d'un patient. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans le domaine de la prévention, également, pour moi, c'est un acteur central, dans la mesure où, également, on a été formé pour mettre en place des actions. Et là, je parle... J'ai toujours eu des problèmes au départ avec la prévention. Moi, je suis quelqu'un qui est pour l'action et non pas donner des conseils de prévention. C'est pas ça du tout. C'est agir. Et le kiné, par rapport à ça, il a tous les outils pour agir sur la prévention. Alors vous me direz, effectivement, actuellement, les actes de prévention dans un cabinet ne sont pas rémunérés, etc. À mon avis, l'avenir fera qu'on sera amené à développer des actions où il y aura des rémunérations pour rémunérer la prévention. Donc là aussi, il sera l'acteur central et il coordonnera effectivement des actions. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tabacologie. Je pense que les kinésithérapeutes peuvent tout à fait travailler dans ce domaine. J'ai parlé aussi du diabète, j'ai parlé de l'exercice physique. Donc là, dans le cadre de l'exercice physique, ils peuvent être au centre de l'organisation d'activités physiques pour les patients, de coordonner ces différentes activités. Merci. Alors, j'ai noté une phrase, la fin de l'exercice solitaire. Gabriel, vous pouvez peut-être rebondir là-dessus, parce que dans votre présentation tout à l'heure, on a vu la notion de réseaux sociaux, de liens. Alors demain, le kiné, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en permanence sur Facebook, en permanence sur des blogs pour répondre. J'imagine que vous ne nous direz pas tout à fait ça, mais comment on met en musique cette notion de la fin de l'exercice solitaire?
avant de venir ici, je me suis dit, tiens, jetons un petit coup d'œil aussi dans Facebook, sur Twitter, dans ces différents lieux d'une sociabilité nouvelle. Il se trouve que les patients se sont déjà organisés. Il existe des sphères dans Facebook où, si on tape le mot bronchiolite, on trouve énormément d'informations, et pas simplement du texte, mais aussi de l'image, des schémas, des choses très concrètes qui me semblent très, très élaborées, parce que les patients entre eux, enfin les parents des patients entre eux communiquent déjà énormément, ils se conseillent, et tout ce que l'on voit dans ce web social de préconisation que l'on sait pour la sphère marketing vaut aussi dans la partie médicale, et je suis persuadé qu'il y a des personnes qui viennent vous voir parce que non pas seulement dans leur famille on leur a dit tiens j'ai un bon kiné, tu devrais aller le voir, mais aussi parce que sur internet on a croisé telle personne qu'on n'a peut-être jamais vue physiquement, mais qui aura dit tiens va à tel endroit, il y a là des personnes qui sont spécialisées de telle pathologie et qui t'aideront. Alors les patients s'organisent, ou les sphères de patientèle s'organisent, et puis les professionnels aussi s'organisent. Il y a des réseaux sociaux dans nombre de professions, et j'imagine que la vôtre a déjà commencé à se structurer dans différents endroits. Les Américains et les Anglo-Saxons l'ont fait déjà il y a quelque temps. Ils sont toujours un peu précurseurs, et on voit derrière les mots-clés, non pas kinésithérapie, mais effectivement physiothérapie, énormément de choses sur Internet, et c'est comme ça que j'ai pu faire d'ailleurs une veille très intéressante pour me préparer à cette journée. Merci. Cette notion de réseaux sociaux, on l'a vu, elle ne peut être produite qu'avec de la donnée. Cette expérience de la Seine-Saint-Denis, est-ce qu'elle a vocation à être étendue à d'autres endroits du territoire? Et ensuite, ce qu'on aimerait peut-être comprendre, c'est voilà, ces jeux de données, comment ils peuvent être utilisés concrètement ensuite? Est-ce qu'ils ont vocation à être entièrement ouverts? Est-ce qu'ils peuvent être ensuite restitués à l'ordre, à d'autres institutions? Alors c'est vrai que la Seine-Saint-Denis a été un petit peu pionnière dans ses réflexions, je dirais, très territorialisées. Le contexte des réalités socio-territoriales de la Seine-Saint-Denis, les très grandes inégalités en termes d'offres, avec des... Je n'aime pas le terme de déserts médicaux, il faut le démontrer, etc. Mais enfin, disons des blancs, hein, sachant que le blanc n'est jamais très loin quand même d'un existant. J'ai l'exemple du quartier Pleyel. Dans les années 90, il n'y avait absolument aucune offre, aucun service de proximité. Il n'y avait pas de médecin généraliste, il n'y avait pas de pharmacie. On avait étudié le recours aux soins des habitants du quartier Pleyel. Et en fait, leur quartier était blanc, sans équipement. Aujourd'hui, on dirait très vite c'est un désert, etc. Mais la population, au moins celle qui avait la possibilité de mobilité, je dirais, ne semblait pas trop en pâtir. Pourquoi? Parce qu'ils disposent toujours d'un axe de desserte extrêmement performant, qui est la ligne de métro numéro 13. Et donc, en 5 minutes de métro, ils étaient au centre de Saint-Denis, qui rassemble effectivement, qui concentre l'offre. Et on a là un effet centralité très fort à Saint-Denis, en particulier pour les spécialistes. Donc, d'un côté nord, le centre de Saint-Denis, et côté sud, la richesse de Paris-Nord. Donc, il faut se méfier des questions de désert. Et quand nous faisons nos cartes, d'ailleurs, nous élargissons toujours l'étude de l'offre, selon les spécialités, à 500 mètres, voire 1500 mètres, parce qu'on ne peut pas raisonner à l'échelle administrative, et les communes ne sont pas entourées de murs qui font citadelle, évidemment, et donc on est obligé de ne pas raisonner sur les limites administratives. D'ailleurs, quelle que soit l'échelle aujourd'hui, il faut raisonner, même quand on travaille à l'échelle régionale, il faut regarder avec l'existant d'à côté, et parfois d'un autre département, d'une autre région, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, compte tenu du fonctionnement, je dirais, économique et de la prise en charge des soins par l'État. Mais nos limites administratives en France, vous savez qu'elles sont très nombreuses. Nous avons là le record du monde. Personnellement, je pense qu'on ne va pas pouvoir tenir longtemps avec autant de limites, mais dans notre pratique, dans notre raisonnement, dans nos outils diagnostiques, bien évidemment, nous ne nous limitons pas
aux limites administratives. Donc la Seine-Saint-Denis a réalisé effectivement l'importance de raisonner sur l'offre de soins de proximité pour essayer de remodeler cette offre avec l'évolution des modes d'exercice et puis avec les dynamiques socio-territoriales qui sont très grandes en Seine-Saint-Denis et qu'il faut suivre au fur et à mesure. Regardez maintenant le territoire entre la gare RER du Grand Stade, entre la sortie de la gare RER du Grand Stade et ce Grand Stade. On a là une concentration de services de haut niveau, de sièges de sociétés. Donc nous raisonnons pour cela avec les urbanistes, avec le développement économique, parce que non seulement il faut prendre en compte les habitants, connaître aussi la sociologie des habitants, et nous prenons en compte maintenant les flux pendulaires. La Seine-Saint-Denis, elle se vide le matin, mais en même temps, elle se remplit de salariés qui viennent de Paris et de tous les alentours et qui sont potentiellement en demande de prise en charge de santé, je dis santé même au-delà du soin, et si vous circulez autour du Grand Stade, il n'y a pas grand-chose. Or, on a là des quartiers qui sortent de terre, et avec l'objectif de développement de cabinets pluridisciplinaires, et comme le disait M. Cadet, je crois, les kinésithérapeutes qui ont besoin d'une plus grande surface que, par exemple, les infirmiers. Il faut faire du prospectif, il faut gérer en prévoyant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec les urbanistes. C'est ce qu'on a fait en particulier sur Aubervilliers-Saint-Denis avec la rénovation de la place du Front populaire, de façon à envisager, s'il le faut, de réserver assez rapidement des rez-de-chaussée avant qu'un opticien ou un coiffeur prenne la place, et des locaux assez vastes pour que soient rassemblés potentiellement plusieurs acteurs du soin de proximité. Donc on est dans ce type de raisonnement aussi. Et autre raisonnement, j'ajouterais, vous l'avez abordé, l'activité physique en ville. Des études sont faites sur l'activité physique en ville avec des cartes, effectivement, de territoires mieux placés que d'autres pour que la ville devienne un support d'activité physique. Merci beaucoup. D'un mot, Vladimir Wilter, vous nous avez fait, notamment, j'ai ressenti la salle beaucoup voyager, j'allais dire, dans le monde des nouvelles technologies et déjà des choses qui sont en place mais qui paraissent parfois être un peu de la science-fiction. S'il y a un point sur la confiance, c'est-à-dire que souvent, ces nouvelles technologies, elles font quand même peur, que ce soit d'ailleurs aux patients, ou même, on peut le dire, quand même aussi aux professionnels de santé. D'un mot, qu'est-ce qui, selon vous, dans 15 ans ou dans les années à venir, va être vraiment le curseur, le garant d'une confiance établie entre tous ces acteurs ? Je pense qu'on n'est pas très loin. Les outils techniques, on en a un dont on n'a pas parlé, qui est le DMP, un dossier médical personnel, dont vous avez probablement entendu parler dans la presse, qui est le dossier du patient. Dans le cadre, alors j'ai appris un mot de citoyen pendulaire, c'est ça? Typiquement, je vous donne la situation, donc c'est quelque chose qui existe, qui a du mal à se déployer pour des raisons complexes probablement, et la meilleure raison étant qu'on nous a demandé de le déployer partout en France, alors que de façon égale pour tous les citoyens, alors qu'on est une toute petite agence, et donc voilà, il y a un petit écart entre l'ambition initiale, voilà, mais il y a un DMP2 qui est prévu par la ministre et qui doit nous permettre justement de reconcentrer le déploiement, et qui typiquement existe déjà. Et après, il suffit, et qui serait extrêmement utile, puisque vous venez vous faire soigner au Stade de France, vous sortez de votre consultation, le résultat de votre consultation est dans votre dossier. Quand vous revenez chez vous, vous avez toutes les pièces pour votre médecin traitant qui a déjà été informé, et avec de la messagerie sécurisée, pareil, vous avez pu demander à ce que le soir même, votre attelle, sans imprimante 3D, ait été préparé par votre pharmacien, parce qu'un annuaire, le RPPS, auquel votre ordre participe extrêmement activement, a retrouvé parfaitement le pharmacien sans se tromper, même s'il s'appelle Jean-Pierre Dupont, et lui a envoyé de façon tout à fait fiable l'information comme quoi, chez son répartiteur, il faudrait avoir une attelle de telle forme pour Madame Intel qui s'est foulé le poignet à son travail. Voilà, donc ça, c'est des choses extrêmement quotidiennes et qui vont rendre possible. C'est-à-dire qu'après, il y a un moment où il y a des effets démultiplicateurs.
Si on prend l'histoire des technologies, hein, le chemin de fer, il a existé pendant longtemps. Il y avait des voies qui n'avaient pas les mêmes rails, hein, tout simplement. Puis il y a un moment où on a fusionné des réseaux, donc les technologies étaient prêtes, mais il n'y avait pas voilà. Il y a un moment où tout ça va s'assembler. La prise de conscience par les uns et les autres, il y aura des déclencheurs dont vous faites partie, hein, qui vont dire, ben non, on sait le faire. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, 2028, on sait faire énormément de choses, et il ne manque pas grand-chose, probablement des déclencheurs, c'est pour ça que c'est génial, votre réunion aujourd'hui. Il faut en faire d'autres avec les autres professions, probablement aussi de façon interprofessionnelle. Hein, moi, on en parle souvent avec la messagerie, parce que c'est notre métier, hein, mais je pense que la dimension interprofessionnelle est quelque chose de sous-estimé, hein, dans l'organisation des soins, dans les échanges. Le pharmacien, par exemple, on en parle assez peu, alors qu'en fait, il a un rôle très très important en navette avec le patient, hein, puisque c'est le patient qui amène son ordonnance. Voilà, mais non, il ne manque pas grand-chose.